Bonsoir à toutes et à tous. Notre soirée spéciale continue sur les chaînes parlementaires, évidemment consacrée à la censure du gouvernement de Michel Barnier, à ses conséquences pour le pays, ses conséquences pour le paysage politique et ses conséquences pour nous, pour vous, pour les Français. Bonsoir Myriam Ankawa. Bonsoir Thomas Hugues, bonsoir à tous. Journée historique donc au Palais Bourbon. Le résultat du vote est sans appel. Il a été annoncé il y a un peu moins d'une demi-heure par Yaël Braun-Pivet à la tribune de l'Assemblée. Écoutez. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Voilà, motion de gauche adoptée grâce aux voix du RN. Le gouvernement de Michel Barnier est donc renversé ce soir. Et maintenant, que peut-il se passer? Oui, ça fait partie des nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Comment sortir de cette crise politique? Qui pour Matignon, la France peut-elle, va-t-elle fonctionner sans nouveau budget? On est ensemble jusqu'à 22h30 avec tout à l'heure un plateau d'invités politiques, sénateurs et députés, et puis un plateau d'experts pour ouvrir cette émission. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Merci d'être là, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Votre dernier ouvrage, Le Parlement, temple de la République, c'est d'actualité de 1789 à nos jours aux éditions Passé Composé. Bonsoir Lucille Schmitt, bienvenue, cofondatrice de la Fabrique écologique. Et j'accueille Stéphane Zumsteeg, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut Ipsos. Et Bérangère Bonde, bonsoir Bérangère, bienvenue, journaliste politique à France Info, aux manettes du 8h30 et de l'interview politique du week-end. Avant de vous entendre les uns et les autres, je suis sûr que vous avez énormément d'analyses à partager avec nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. On file tout de suite à l'Assemblée nationale, rejoindre en duplex et en direct Marco Pommier pour nous faire vivre les moments saillants de cette journée historique. Marco. Oui, regardez ces images dans la salle des 4 colonnes. Énormément de journalistes. Encore juste là-bas, vous avez Thomas Ménager du Rassemblement national. À ma droite, Sandrine Rousseau des écologistes. Depuis 30 minutes, les politiques défilent dans cette salle pour réagir à cette motion de censure adoptée, à cet événement historique. Les premiers qui ont réagi, ce sont les Insoumis. C'est eux qui défendaient la motion de censure au nom de la gauche. Après la prise de parole de leur présidente Mathilde Panot, les Insoumis ont applaudi leur victoire, celle de la gauche. Et même si on a vu beaucoup de sourires d'ailleurs sur les visages des députés de gauche, mais les visages sont quand même plutôt graves ici à l'Assemblée nationale. Il faut bien le dire, des visages encore plus graves du côté du socle commun, de la coalition gouvernementale, conscients du moment qu'ils vivent, conscients de ce moment historique et de ce saut dans l'inconnu. Un député de droite me disait sa tristesse ce soir. C'est vrai que pour Michel Barnier, pour ces députés de la coalition présidentielle, eh bien c'est un soir de défaite au goût amer. Marco Pommier en duplex des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. On revient vers vous évidemment tout au long de cette soirée spéciale, de la tension, de la gravité ce soir. Avant d'en venir aux conséquences précises pour le pays, pour les Français, un mot pour qualifier cette crise dans laquelle plonge le pays. Crise politique, Benjamin Morel, crise institutionnelle ou carrément crise de régime? Alors, pour l'instant, ça reste une crise politique. C'est-à-dire que la crise institutionnelle, c'est pas vraiment les institutions de la Ve République. Quoi qu'on pense d'elles, etc., elles ont plein de défauts qui sont aujourd'hui en cause. On est vraiment aujourd'hui dans un blocage qui est un blocage politique. D'ailleurs, le précédent, c'est évidemment 1962. On a à l'époque un Georges Pompidou qui est renversé et on a un général de Gaulle qui le maintient en sursis le temps de dissoudre l'Assemblée, d'avoir une majorité. À l'époque, il y a une majorité. Et c'est parce qu'il y a une majorité qu'on n'entre justement pas dans une crise plus aiguë. Là, le problème aujourd'hui... C'est très différent. C'est qu'on a un gouvernement renversé et que ce gouvernement renversé, eh bien, on n'a pas non plus d'alternative parlementaire à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on peut nommer un nouveau Premier ministre et ça devrait arriver incessamment parce qu'il va falloir à un moment un budget. On peut espérer un Emmanuel Macron qui procrastine un peu moins que d'habitude. Oui, surtout pas, parce que là, on a besoin rapidement d'un budget ou au moins des projets de loi spéciaux, on y reviendra peut-être, mais pour enclencher les impôts l'année prochaine. Il faudra que ça arrive avant le 19 décembre, donc il ne va pas falloir attendre 51 jours. Mais quoi qu'il arrive, le blocage parlementaire, lui, va demeurer à minima pendant 8 mois.
Et donc ce blocage parlementaire, jusqu'à une potentielle prochaine dissolution, et ça évidemment, c'est assez inédit. Lucille Schmitt, Gabriel Attal à la tribune a dit « La politique française est malade ». Est-ce que vous êtes d'accord? Dans quoi le pays bascule ce soir? Oui, c'est exactement ce que je ressens en écoutant Benjamin Morel. C'est une crise politique, mais une crise politique faite avec des acteurs politiques qui se sont beaucoup dégradés. Moi, je connais bien le monde politique, j'en ai même fait, j'ai été élue, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce jeu, ces règles du jeu ne sont plus respectées. Au fond, ce qui est intéressant dans cette crise politique, c'est d'abord qu'elle se déroule sous les yeux du reste du monde. Donc il y a un sujet sur l'influence de la France. C'est une crise politique qui n'est pas propre, enfin qui ne pourra pas être seulement gardée en France. Ça, je crois qu'il faut le dire. Hein. C'est une crise politique à l'échelle de l'Europe. C'est une crise politique à l'échelle du monde aussi. C'est-à-dire l'affaiblissement de la France va entraîner d'autres voies. L'affaiblissement de la France, elle est en résonance avec ce qui peut se passer ailleurs, dans d'autres démocraties. Elle est en résonance aussi avec l'affaiblissement de l'Allemagne. Donc, une crise politique, elle n'est pas stricto sensu français. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, par rapport à si on prend un peu de profondeur historique, c'est qu'on avait le sentiment que la politique se déroulait autour de règles de jeu collectives et aussi avec l'idée que lorsqu'on prend le risque de sauter dans l'inconnu, on a quand même au moins un plan B. Là, on a le sentiment de quelque chose d'ultra réactif, du présentisme, comme le disent les philosophes. Au fond, chacun se réjouit d'avoir gagné ou de s'être vengé ou de ne pas avoir respecté les règles du jeu. Et je pense que c'est très grave. C'est-à-dire qu'au-delà des qualifications politiques, institutionnelles, etc., la question, c'est pourquoi est-ce que nos politiques, ceux qu'on élit, ont cette capacité à sauter dans l'inconnu sans parachute. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez, Bérangère Bonde, de cette journée, les mots chaos, désordre qu'on a tous employés, peut-être ce visage un pas vide de Michel Barnier, ce Premier ministre qui compte en semaines. Moi, c'est ce qui m'a frappé pendant sa prise de parole. Totalement sans illusion. Oui. Michel Barnier, autant il est encore apparu assez combatif hier aux 20h de TF1 et de France 2, autant là, il venait, c'était un discours testamentaire, il fait applaudir ses ministres, voilà, il récolte finalement une standing ovation après 3 mois où il a été quand même secoué par son socle commun, qui n'en était pas un. Bon, il aura eu ce moment-là, mais vraiment sans illusion et affecté, quoi, réellement. Ouais. C'est un homme dont on a... Il y a la trace, pardon de vous interrompre, il y a la trace qu'il laissera aussi. Il restera quand même comme le Premier ministre qui a négocié et loin avec Marine Le Pen et le Rassemblement national sur le budget. Ouais. Ça crée une sorte de précédent, quand même. C'est clair que c'est sans doute, oui, c'est sans doute ce qu'on retiendra. Enfin, moi, c'est ce qui me... Là, comme ça, tout de suite, c'est ce que je retiens. C'est celui qui est allé le plus loin dans la co-construction, presque, avec le Rassemblement national, ce qui était... Ce qui est inédit, qui publie un communiqué annonçant que les débats sont terminés en citant ces négociations, ces discussions, on va dire, avec le RN. Et ça va marquer assez durablement la suite parce que son successeur, que va-t-il faire avec tout ça? Alors justement, la co-construction dont vous parliez, Bérangère Bonde, elle en a parlé aussi sur le plateau de TF1. Marine Le Pen, on l'écoute tout de suite. Ce Premier ministre va être nommé, nous le laisserons travailler, il va retravailler un nouveau budget, parce qu'on ne va pas rester avec le budget de 2024, du coup, pendant des mois, et nous allons co-construire, pas seulement avec le Rassemblement national, avec l'ensemble des forces, encore une fois, présentes à l'Assemblée nationale, co-construire un budget qui soit acceptable pour tous. Et c'est ce budget-là qui s'appliquera aux Français. Est-ce que vous dites qu'il faut rendre la parole au peuple? Et rendre la parole au peuple, puisqu'on ne peut pas faire d'élection législative avant le mois de juin prochain, c'est une élection présidentielle anticipée? Mais moi, je ne pousse pas, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. Voilà, elle ne le demande pas, mais ses troupes le font pour elle. Pas, oui. Stéphane Zumsteg, ce mot de co-construction est quand même très fort. Elle est plus que renforcée ce soir, vous pensez? Alors qu'on sait que Michel Barnier, forcément, s'abîme, quel est le regard des Français? Pas forcément ceux de sa base électorale. Oui. Comment les Français regardent cette censure inéluctable qui est réelle ce soir? Écoutez, ils ne l'ont pas souhaité. Il y a encore quelques semaines, il y avait un besoin une envie de stabilité. C'est aussi pour ça que Michel Barnier avait été relativement bien accueilli quand il avait pris son poste à Matignon. Et les choses ont un petit peu dégénéré, notamment auprès des électorats les plus radicaux. Alors que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon aient toujours été vent debout contre ce gouvernement illégitime, selon eux, ça date du second tour des élections législatives, bien sûr. Mais on a bien vu que l'électorat du RN bougeait, était de plus en plus favorable à cette dissolution. Et Marine Le Pen
Pen, elle s'est retrouvée, il y a encore quelques semaines, quelques jours, avant de prendre cette décision, piégée et débordée par sa base. Ce que je trouve intéressant dans sa phrase, dans sa déclaration sur la co-construction, elle est presque en train de nous dire « j'ai censuré une fois, ça ne veut pas dire que je censurerai automatiquement ». Oui, mais alors qui va tomber dans le piège une seconde fois, pardon. C'est aussi essayer d'assurer une sorte de synthèse, parce que le vrai problème de Marine Le Pen, il n'y avait pas de bonne solution pour elle, tactiquement ou stratégiquement. Tout est risqué. Censurer, c'est risqué. Ne pas censurer, c'était risqué. Le choix qu'elle a fait, c'est de censurer parce qu'il y a une réelle tension entre sa base électorale, qui pour une part en tout cas est très radicale et très anti-système, et qui ne voulait plus de Michel Barnier, pour plein de raisons, évidemment, et aussi sa tactique électorale de récupérer dans les mois ou dans les années qui viennent des franges de l'opinion qui jusqu'à présent lui échappaient, les seniors notamment, mais pas que, et les gens qui restent fidèles à la droite républicaine, mais des segments qui lui ont longtemps échappé, mais où elle progresse significativement d'élection en élection. Donc à la fois rassurer sa base et aussi rassurer les milieux libéraux et conservateurs au sens de la droite classique. Donc il y a une part de rationalité politique aussi. Ah mais moi je trouve là, ce qu'elle fait là, c'est... On n'est pas dans l'irrationnel selon vous. Alors la question c'est qui va porter le chapeau ? Parce qu'au fond, celui qui apparaîtra comme le plus gros responsable de cette censure sera perdant. Quand on regarde Bérangère monte la une du Parisien ce matin, les apprentis sorciers. Ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen les principaux artisans de cette censure, de cette crise. Est-ce que les Français vont voir ce duo-là comme nos confrères du Parisien ou pas, à votre avis ? Moi, je pense que, en tout cas, Marine Le Pen, et pour rebondir sur ce que disait Stéphane Zumseg et sur ce que vous dites là, Marine Le Pen a quand même pris, pour moi, prend un risque assez important. Et pour tout vous dire, je continue à pas être complètement convaincue par l'opportunité du choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'installer, depuis ces derniers mois, cette fameuse stratégie de la cravate, enfin quelque chose de respectable qui permettait d'élargir leur base électorale. Ils ont manifestement fait le choix de revenir à leur base. Bon, en politique, c'est classique, mais ils en resteront à leur base, en cas de prochain scrutin. Et puis ensuite, voter cette motion de censure avec la rédaction dans laquelle la NFP l'a proposée, c'est-à-dire avec les viles obsessions, etc. Donc elle pourrait le payer dans les urnes. Eh bien, il y a une espèce de flou dans son message qui ressort de l'ensemble, qui ne va pas être si simple, je pense, à gérer pour la suite. Oui, votre avis là-dessus, Benjamin Morel, parce qu'on est dans cette tripartition de l'Assemblée, qu'on subit depuis des mois et qui crée cette espèce de confusion dans les esprits, peut-être un peu moins des observateurs, mais des Français à coup sûr. Oui, bien sûr. Et ça risque de continuer quand même. Ça risque de continuer, oui. Et pour revenir sur Marine Le Pen, c'est la moins mauvaise solution pour elle. Et elle n'est pas si mauvaise, cette solution. Parce qu'en fait, vous avez d'un côté un électorat, ça a été évoqué, mais de base, qui voulait cette censure. Cet électorat, il est très abstentionniste. Souvenez-vous des dernières régionales. On prédisait 3, 4, 5 régions au RN. Il n'en a aucune parce que l'électorat ne se déplace pas. La crainte de Marine Le Pen, c'est qu'en cas de dissolution, cet électorat ne soit pas là et qu'elle tombe de 120 à 50 députés, ce qui là pose un vrai problème parce que la marche vers 2027, elle est ratée. Et là, il y a besoin de tenir ça. Mieux vaut, entre guillemets, perdre un électorat que vous n'avez pas que perdre votre base électorale dont vous avez besoin. Il fallait consolider, envoyer un message à sa base qui lui réclamait cette censure. Mais en même temps, elle envoie un message également à l'électorat qu'elle vise. Pourquoi elle censure là ? Parce qu'on ne revalorise pas les petits retraités. Des retraités qui gagnent pas mal. Et donc, ce faisant, qui vous a protégé ? Je suis pas sûr que les Français aient entendu ce message. Non, les retraités, si. Les socles communs, non, ils ne vous ont pas protégé. Moi, j'ai été jusqu'au bout. Deuxième élément, le socle commun a annoncé que demain, ce serait l'effondrement du pays s'il y avait une censure. Ce ne sera pas l'effondrement, parce qu'il y a des solutions juridiques. Et donc, ce n'est pas l'effondrement. La crédibilité d'une Marine Le Pen qui aura dit en censure, il y aura quand même un budget, elle ne sera pas forcément totalement décrédibilisée si demain, en effet, le pays continue à tourner. Marine Le Pen qui a été apostrophée nommément, il la regardait pendant sa prise de parole par Laurent Wauquiez, le président des députés LR. Écoutons cet extrait. La réalité, c'est que sans vos voix, Madame Le Pen, la France insoumise ne pourrait rien. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter. Vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les policiers d'assassins. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les terroristes de résistants. Quand on lit le texte de la motion de censure, on comprend l'hypocrisie qui est derrière. Juste le texte de cette motion de censure. Un texte qui dénonce les plus viles obsessions de l'extrême droite. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique qu'il ne faut pas revenir sur l'aide médicale d'État. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique
qu'il ne faut pas de loi d'immigration plus ferme. Et vous allez voter cela. Je reviens vers vous, Stéphane Zumsek, parce que quand même, cette alliance... on peut l'appeler comme on veut, contre nature, de circonstances, etc., entre LFI, mais aussi le nouveau Front populaire, on va parler du PS dans un instant, et le Rassemblement national de Marine Le Pen, les électeurs le perçoivent comment? Enfin, il y a quand même une contradiction idéologique sur un certain nombre de grands thèmes que là, Laurent Wauquiez rappelait. Il y a peut-être une contradiction politique en termes de théorie politique, mais il n'y a pas de contradiction pour les électorats quand on les prend un par un. Oui. Peu importe pour un électeur du RN, et même, je pense, peu importe pour un électeur de la France insoumise, qu'on fasse chuter le gouvernement avec les voix des députés d'un autre parti. Ce qui compte, c'est le résultat. Et ça en dit long aussi sur le degré d'hostilité et parfois de détestation que ce socle commun a su susciter. D'abord, il y a la Macronie avant les dernières... il y a Emmanuel Macron, pardon, et sa majorité étriquée avant les élections législatives, et il y a ce sentiment pour les uns, pour tous d'ailleurs, de s'être fait voler, à tort ou à raison, de s'être fait voler le résultat. Les électeurs du RN se sont fait voler les élections parce que Jordan Bardella n'a pas pu aller à Matignon. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un barrage républicain absolument, dans leur esprit, contre nature, et presque scandaleux, quelque part. C'est du vol. Et de la même manière... Donc il y a eu un barrage contre nature, donc nous aussi, on peut... Donc pourquoi nous ne se permettrait pas? Et de la part de l'électorat le plus radicalisé à gauche, de toute façon, ce qu'il faut, c'est la chute d'Emmanuel Macron, ou de la continuité, ou de la nouvelle version dans leur esprit d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Barnier et la droite, et peu importe les moyens utilisés, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, cette incohérence politique, je ne suis pas persuadé que ce soit un moteur pour freiner ces électorats-là. Un mot sur la gauche ce soir. Les Insoumis, c'est très clair, revendiquent la maternité ou la paternité de la chute de Michel Barnier. Écoutez Mathilde Panot, Lucille Schmitt, on parle des socialistes juste après. Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France insoumise et le nouveau Front populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement national qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter. Voilà, la censure rêvée de Mathilde Panot il y a 3 mois est enfin réalité. Lucille Schmitt et le PS, vous connaissez ce parti. 66 députés, ils auraient pu sauver Michel Barnier. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parti de gouvernement, François Hollande vote la censure ce soir. Est-ce que c'est compréhensible pour les électeurs socialistes? Je pense que les électeurs socialistes sont, comme moi, assez partagés entre le sentiment qu'il y a eu une sorte de déni démocratique depuis juillet, et ça, on ne peut pas le laisser de côté, et puis l'envie qu'ils ont, enfin, je ne peux pas non plus parler pour les électeurs socialistes en général, mais en tout cas, je vais dire ce que je pense moi. Bien sûr. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un sujet sur les frictions entre le Parti socialiste et la France insoumise, qu'on voit bien que la France insoumise continue à assumer une sorte de leadership du nouveau Front populaire, et que ça pose un problème aux socialistes, parce que, d'une certaine façon, dans une période compliquée, avoir la culture de gouvernement pourrait être un atout maître. Et en fait, on voit bien que depuis plusieurs semaines, les socialistes se posent la question de la manière dont ils vont utiliser cet atout maître, et par ailleurs se sentent coincés par l'épée de Damoclès de la nouvelle dissolution qui va sans doute, enfin qui pourrait advenir d'ici, 1 an après la première dissolution, donc en juillet. Donc il y a un sujet sur, ils sont comme l'âne de Buridan, les socialistes, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du parti, il y a de plus en plus une opposition à Olivier Faure avec l'idée qu'il faut se démettre de cette alliance avec LFI, et puis du côté de l'Assemblée nationale, il y a la question de comment est-ce qu'on est réélu. Donc il y a un cycle infernal sur la réélection. Il faut expliquer à nos téléspectateurs, il y a des législatives. S'il y a une nouvelle dissolution, évidemment, il y a des législatives. Et dans ce cas-là, l'alliance de gauche peut être déterminante pour qu'il y ait le même nombre de députés socialistes. Mais on peut donc c'est pour des sièges, c'est pour des arrière-pensées électorales. Non, je ne pense pas à décrocher des insoumis. Non, écoutez, un peu quand même. Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment une question de réélection. Évidemment, ça fait partie des calculs politiques. Et pourquoi pas? Je crois que les socialistes ne sont pas seuls à faire des calculs politiques. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'ils pourraient envisager les choses en termes de prendre son risque. Parce que vous savez, j'écoutais Marine Le Pen et ses 11 millions d'électeurs. Personne n'est propriétaire de ces électeurs. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir une recomposition
compétition électorale à partir de ce qui vient de se passer, lorsqu'il y aura un coup près. Moi, je tiens à dire, je suis un petit peu en désaccord avec Benjamin Morel là-dessus, qu'il y aura une réalité qui va sans doute l'emporter, c'est qu'il y a le jeu des marchés, il y a des questions économiques, il y a des questions financières pour un pays largement endetté. Il est possible qu'il y ait des répercussions réelles par rapport à cette dissolution. Et ça, il semble que dans ce jeu très théâtral, personne ne l'envisage. C'est-à-dire qu'on pense que c'est d'une certaine manière une répétition générale. Le gouvernement n'a cessé de le dire. Oui, le gouvernement a utilisé des arguments qui étaient parfois très contestables. Le sujet des impôts, c'est un sujet contestable. En revanche, la question de la façon dont la France dépend du reste du monde n'a été jamais utilisée comme si on était une île. Donc il y a un sujet sur lequel les socialistes pourraient être rattrapés par un principe de réalité, où ils auraient dû utiliser leur atout-maître d'avoir la culture de gouvernement en s'éloignant, me semble-t-il, de LFI. Alors, on va y revenir sur cette question du budget, et je vous poserai la question dans un instant, Benjamin Morel, mais quand même, restons une seconde quand même sur ce que vous nous avez dit. François Hollande, ancien président de la République, qui vote la censure, Bérangère Bonde. Symboliquement, ça a beaucoup de sens. Je ne sais pas quel impact ça aura sur l'électorat socialiste, mais comment vous le recevez, ça ? Le François Hollande, c'est compliqué parce que l'électorat socialiste, il est... de ce qu'on en a compris, coincé entre deux détestations, la détestation de Macron qu'il faut viser à travers Barnier, et puis la détestation des Insoumis, même s'ils ont bien conscience qu'ils leur doivent à cette union de la gauche et donc aux Insoumis les 66 postes de députés qu'ils ont actuellement. François Hollande, au milieu de ça, qui est au cœur aussi de la détestation, pour le coup, l'échec ce qui est considéré comme l'échec du quinquennat Hollande n'est toujours pas digéré. Donc de mon point de vue, ça ajoute encore un peu plus de trouble à la perception, à la compréhension de ce que veulent les socialistes. Ils ont un congrès dans quelques mois, la succession d'Olivier Faure qui est ouverte. Beaucoup d'échéances internes et pas beaucoup d'intérêt général. Voilà, exactement. Alors, si Michel Barnier est le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République, le plus grave, c'est que la France n'a pas de budget ce soir. Benjamin Morel, c'est le vrai problème. Expliquez-nous très concrètement ce qui va se passer. On nous dit Premier ministre démissionnaire peut quand même prendre des mesures d'urgence pour sauver une loi spéciale, le budget de 2024 à la place de celui de cette année qui vient. Alors pour l'instant, il y a deux voies. D'abord, on est relativement tôt dans le mois de décembre. Et il n'est pas impossible qu'on puisse avoir des budgets votés au 31 décembre, dès lors qu'on a un gouvernement rapidement nommé. Donc il va falloir attendre 51 jours, etc. Ça mérite une explication. Ça veut dire que le budget au Sénat, ici même, le budget de l'État, il est en discussion, il ne tombe pas. Alors, il est suspendu de pour l'instant. l'effet de la chute de Michel Barnier. C'est suspendu, c'est-à-dire que la conférence des présidents va décider qu'en effet, il n'y a pas de gouvernement. Donc, qui est-ce qu'on met au banc pour discuter le budget ? On ne sait pas, donc on suspend le budget et donc on le met au frigidaire. Mais si demain vous avez un nouveau gouvernement, il a deux choix. Il peut soit reprendre ce budget, et ça continue. Là, ce qui a été fait par Yael Braun-Pivet, c'est acter le rejet du PLFSS. Donc du budget de la sécurité sociale devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe ? Le rejet des conclusions de la CMP plutôt. On a un budget du PLFSS qui sort du Sénat, il retourne à l'Assemblée. Et un nouveau gouvernement peut l'inscrire à l'ordre du jour en mettant quelques gros amendements marqués PS ou RN en espérant que ça passe. Ou bien on peut redéposer un texte. Vous y croyez à ce scénario-là ? J'y viens. Oui, potentiellement, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'en soi, le budget aujourd'hui, l'immense partie du budget ne pose pas problème. Il y a quelques éléments clés. Si jamais vous voulez éviter une motion de censure, vous pouvez modifier ces éléments clés par amendement. De toute façon, ça repart sur une discussion dans laquelle tout le monde pourra déposer des amendements. Michel Barnier, démissionnaire, peut être celui qui porte la suite du budget ? Attention, ça implique de nommer un nouveau gouvernement, parce qu'aujourd'hui, sinon, on risque d'avoir une procédure parlementaire bloquée. On n'a jamais eu, sous la Ve République, de projet de loi discuté avec un gouvernement démissionnaire. Ça serait le cas pour une loi spéciale, comme pour un budget, ce serait quoi qu'il arrive compliqué. Donc soit on continue avec le même budget, soit on en dépose un nouveau sur la base de l'ancien. Ça peut aller très vite. Vous savez, le record pour voter une loi sous la Ve République, c'est 1 jour et demi. Donc pour un budget, ça sera un peu plus compliqué. Vous faites un 49 alinéa 3 à l'Assemblée et le Sénat joue le jeu, c'est jouable avant le 31 décembre. Et la loi spéciale, en quelques mots, de quoi on parle ? La deuxième voie, c'est en effet la loi spéciale. La loi spéciale, ce sont des lois prévues à l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances qui permettent en fait d'autoriser le gouvernement à prélever les ressources, à prélever les recettes.
autrement dit à prélever les impôts. On peut les moduler, hein, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de barème, de l'impôt sur le revenu, etc. On n'a pas de recul, on n'a pas de précédent, mais on pense qu'on peut jouer sur cette loi pour adapter ça. Alors attendez, ça veut dire que les 300 000 Français qui se retrouveraient assujettis au barème de l'impôt sur le revenu parce que la loi spéciale lui appliquerait, n'appliquerait pas l'inflation de 2025 par un amendement à la loi spéciale, ces 300 000-là pourraient finalement être épargnés? Ou par un article. Parce que ça intéresse les Français, c'est leur pouvoir d'achat. Ou par un article que vous rentrez dans la loi spéciale. Attention, pas de recul encore une fois, mais je ne vois pas un juge, pas de recul, je ne vois pas un juge censurer une loi spéciale et mettre l'État dans une situation catastrophique parce qu'il refuserait une définition trop élargie de la loi spéciale. Donc c'est possible pour les dépenses fonctionnaires, etc. Pour les dépenses fonctionnaires, etc. Là, c'est une reconduction tacite du budget 2024. C'est 2024 qui bégaye sur 2025. Ça aussi, c'est gérable, quoi qu'il arrive. Que ce soit fin 2024 ou début 2025, loi spéciale ou pas loi spéciale, ça ne nous exemptera pas de voter un budget. Autrement dit, c'est une façon temporaire de passer quelques jalons, mais en janvier, février ou mars, il faudra un budget. Comme vous le dites très bien, les trois blocs seront toujours là. C'est ça. Et tous les opposent. Les compromis d'hier sur le budget, impossibles, seront possibles demain à partir de janvier? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sera la même Assemblée. Donc tout le sujet, c'est que moi j'écoutais les interventions. Éric Ciotti nous a dit que c'était un budget socialiste. Les socialistes, LFI nous a dit que c'était un budget d'extrême droite. Donc on a affaire à des gens qui sont irréconciliables. En même temps, il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres en disant « mais dès qu'il y aura eu dissolution, brusquement on va trouver l'esprit de compromis, mais sur la base chacun de notre programme ». Donc on est dans une situation absolument ubuesque. Vous savez, on dirait les Shadocks, ou on dirait une mauvaise pièce de boulevard. Donc comment imaginer, par rapport à ce que disait Benjamin Morel, qui est très intéressant, théoriquement, donc on pourrait s'en sortir, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que le jeu des acteurs, la sociologie du pouvoir, nous permettent réellement de le faire. Et là, il y a un sujet sur le comportement, me semble-t-il, des acteurs politiques aujourd'hui. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a une manière de se comporter qui me semble être irresponsable. Et on n'imagine pas que ce coup de semonce, puisque chacun a un grand sourire, hormis Michel Barnier, par rapport à cette dissolution, on imagine assez mal qu'ils changent, étant donné que pour eux, ils estiment qu'ils ont fait un coup fumant. Alors on y va sur la sortie de crise politique. Oui, Emmanuel Macron qui est rentré d'Arabie Saoudite en fin d'après-midi. Intervention annoncée au JT de 20h, enfin une allocution en tout cas demain à 20h. Bérengère Bonte, on a connu un Emmanuel Macron hésitant pour nommer tous ses premiers ministres à peu de choses près, sauf peut-être Édouard Philippe. Là, il va devoir aller vite, sauf qu'il y a quand même une configuration politique très compliquée. Il va nommer une personnalité sans que des forces politiques se soient éventuellement mises d'accord sur un pacte de non-agression ou un pacte de non-censure, pour reprendre les termes qui ont été employés ces dernières heures. Ce qui était déjà le cas pour la nomination de Michel Barnier, même si ça avait beaucoup tardé, mais il n'y avait pas eu d'entente. Et c'est probablement d'ailleurs, si on peut l'appeler comme ça, le péché originel. L'absence de programme, de quelques grands thèmes sur lesquels les uns et les autres se seraient entendus. Donc effectivement, la difficulté, c'est que là, cette fois-ci, il a encore moins le temps, si je puis dire. C'est la raison pour laquelle son entourage pousse depuis quelques jours pour trouver d'ores et déjà la solution. Alors, ses proches nous disent qu'il devrait aller très vite cette fois. Voilà, il y a des noms qui circulent et que faut-il en penser? À vrai dire, c'est un peu toujours les mêmes, des François Bayrou. Alors, on va les voir, justement. En tout cas, on en a sélectionné 4. En tout cas, ceux qu'on a entendu le plus souvent cités aujourd'hui. Et qui représentent politiquement des espaces assez distincts. Bernard Cazeneuve, centre-gauche. François Bayrou, centre par excellence, Sébastien Lecornu, centre droit, proche du président de la République, et Bruno Retailleau, droite de la droite. Et là, tous ceux qui ont été nommés aujourd'hui et qui ne sont pas sur nos photos sont très très énervés. Oui. Et ils ont peut-être paradoxalement plus de chance. On nous parle de Roland Lescure. Oui, il y a beaucoup de noms qui circulent. Il y en a un nouveau qui a surgi là du chapeau, sorti du chapeau, c'est François Baroin ces dernières heures. Absolument. Avec un peu les mêmes caractéristiques que François Bayrou, c'est-à-dire une forme de compatibilité ou de non-agression vis-à-vis du RN qui serait un élément... Alors, quel est l'objectif à remplir? La non-agression vis-à-vis du RN ou raccrocher un centre-gauche? Pardon Myriam, mais je vous interromps parce qu'on va donner la priorité au direct. Marco Pommier est avec Thomas Ménager pour une réaction tout de suite. On vous donne la parole, Marco.
Oui, Thomas Ménager, Michel Barnier, son gouvernement sont tombés. C'est historique. Quelle réaction ce soir? Est-ce qu'il y a un regret du côté du Rassemblement national? Non, la seule solution aujourd'hui de protéger les Français, c'était de censurer. Donc bien entendu, de manière grave, parce que c'est pas une solution que l'on prend à la légère. Nous avons fait le choix de protéger les Français, de 30 à 40 milliards d'augmentation d'impôts, d'une désindexation des retraites, d'une augmentation du coût des charges, du coût du travail sur les entreprises. Et donc aujourd'hui, ce gouvernement et surtout ce budget tombe. Et demain, je l'espère, il y aura un nouveau gouvernement et un nouveau budget. On se mettra au travail dans l'intérêt des Français. C'était le seul objectif de cette censure, bloquer un mauvais budget pour les Français. Et pourtant, vous avez entendu tout à l'heure dans l'hémicycle la coalition gouvernementale dire que ce vote aurait des conséquences pour les Français. Par exemple, les agriculteurs qui ne toucheront pas les aides d'urgence, c'est ce qu'a dit Laurent Wauquiez, les marchés financiers qui ne nous feront pas de cadeaux et qui pourraient augmenter les taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Déjà qu'il y a un certain nombre des mesures qui ne sont pas incluses dans ce texte, d'autres qui pourront être pris d'ici quelques jours, quelques semaines dans le nouveau texte budgétaire, dans le nouveau PLFSS et dans le nouveau PLF. C'est pour ça qu'on appelle de nos voeux qu'il y ait très rapidement un Premier ministre et un nouveau budget, et de ne pas jouer sur les peurs, sur les marchés financiers, sur tout un tas de choses, ou notamment sur l'impôt sur le revenu, parce que la loi spéciale prévue dans nos institutions permettra d'indexer l'impôt sur le revenu et d'éviter ces augmentations d'impôts. Donc beaucoup de mensonges, et sur les quelques petites mesures positives qu'il pouvait y avoir dans les textes budgétaires, nous plaiderons et nous ferons tout, et ils seront reprises, bien entendu, elles seront reprises dans les textes budgétaires le plus rapidement possible. Il y a une question sur toutes les lèvres ce soir. Qui pour remplacer Michel Barnier? Est-ce que par exemple Bruno Retailleau, c'est un profil qui pourrait correspondre au Rassemblement national, satisfaire le Rassemblement national? La question, c'est pas uniquement le casting, la personnalité, mais vraiment une volonté de changer de cap. Et donc au-delà d'une personne qui devra respecter sur la forme les électeurs du Rassemblement national, les 11 millions et le groupe que nous représentons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est aussi dans les actes respecter un certain nombre de changements de cap vis-à-vis du macronisme, de vraiment être en rupture avec Emmanuel Macron, en rupture avec le fait de ne pas maîtriser notre déficit public, d'augmenter toujours les charges, d'augmenter les taxes, les impôts, alors qu'on est déjà un pays qui a un triste record en la matière. Donc vraiment de dire, on entre en rupture totale avec Emmanuel Macron et avec ses années de macronisme, et on va vers une écoute beaucoup plus approfondie de l'ensemble des groupes politiques, et notamment du premier, celui du Rassemblement national, premier groupe et premier parti de France aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Ménager. Et merci à vous, Marco Pommier. Justement, Bruno Retailleau, Clément Perrault pour LCP lui a posé la question Matignon. Le souhaitez-vous ou pas? Non, pour l'instant, j'ai une tâche que j'ai commencée il y a 2 mois. J'ai montré que quand on alignait des convictions avec les mots, les paroles et les actes, les Français y sont sensibles. J'ai proposé des mesures très fermes. Et pour autant, quand on voit les sondages, les enquêtes d'opinion, une majorité de Français, y compris de gauche, ont compris ce que je voulais faire. Je pense que quand on parle vrai, sincèrement, on est compris et on est suivi. Donc c'est une mission qui me tient à cœur. Encore une fois, tout dépend des conditions dans lesquelles le futur gouvernement sera nommé, quel sera le chef du gouvernement. Mais je pense que ma famille politique ne doit pas fuir ses responsabilités. Et vous, personnellement, vous y êtes prêt ? Pour quelle responsabilité ? Premier ministre. Écoutez, je suis à ma tâche. Stéphane Zumsek, c'est intéressant d'entendre Bruno Retailleau et de se poser la question de la part de la lumière médiatique qu'il a pu prendre depuis 2 mois et demi. C'est sans doute le ministre qui a le plus imprimé dans l'opinion. D'évaluer ça et de voir comment le Rassemblement national a pu évaluer ce poids politique et médiatique de Bruno Retailleau dans sa décision de faire tomber ce gouvernement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. C'est lié ou pas ? À partir du moment où il y a eu ce moment Retailleau, avec des prises de position sur la sécurité et sur l'immigration, c'est un euphémisme, ce que je vais employer, est extrêmement ferme, peut-être parfois plus ferme que ce que peuvent se permettre un certain nombre de responsables du Rassemblement national ces dernières années. Marine Le Pen a changé, c'est pas qu'elle a changé de stratégie, elle a adopté sa stratégie à Bruno Retailleau en tapant sur le socle commun, sur des problématiques économiques. Parce que de toute façon, sans dire qu'elle était débordée sur les sujets régaliens et notamment sur l'immigration, elle voyait bien que ces coups porteraient moins, en tout cas à ce moment-là, compte tenu de la radicalité, d'une certaine façon, du projet et des propositions du ministre de l'Intérieur. Après, je ne sais pas si Bruno Retailleau sera Premier ministre dans les jours qui viennent, mais si ça l'était, ça parachèverait finalement cette obsession, on parlait beaucoup d'obsession tout à l'heure, finalement d'Emmanuel Macron depuis 2017, d'ouvrir toujours à droite, toujours plus à droite. Et ça casserait le groupe macroniste en deux. Et comment, enfin, mettez-vous à la place d'un député, même d'un électeur, peu importe, ou d'un sympathisant macroniste, qui pour la plupart d'entre eux, ou pour une partie importante
importantes viennent de la gauche. Ces gens-là ont été de gauche à un moment donné, plus forcément aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Enfin, Bruno Retailleau jouerait le rôle de repoussoir complet. Par ailleurs, ce serait un vrai... En revanche, si vraiment il devait accéder, et là on est dans la fiction, à Matignon, mais là ce serait un vrai danger pour Marine Le Pen. Je ne vois pas quelle serait la logique politique. On sort d'un Premier ministre LR pour en mettre un nouveau. La logique politique d'Emmanuel Macron, c'est d'abord trouver quelqu'un. On parlait de l'urgence parce que la situation est grave et il faut y aller. Maintenant, il faut être raisonnable. Mais enfin, si au-delà du bien commun et de l'intérêt commun, si Emmanuel Macron n'arrive pas à trouver un Premier ministre très, très, très rapidement, se poserait une autre question, c'est sa pérennité à l'Élysée. On va en parler. Encore là, évidemment, s'il montre qu'il n'est pas capable assez rapidement, je ne dis pas très rapidement, assez rapidement de sortir de blocage, là se pose la question de son rôle. Bérangère Bon. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ne serait pas forcément positionné de la même façon que Bruno Retailleau, Premier ministre, qui serait évidemment obligé de trouver des majorités sur certains textes. Il avait un rôle bien précis dans ce socle commun qui serait complètement différent dans l'hypothèse. Si Emmanuel Macron ne choisit pas sur sa droite, peut-être qu'il reviendra sur son centre-gauche. En tout cas, cette idée d'un pacte de non-censure est sur toutes les lèvres au sein du Parti socialiste. On en parle juste après. Arthur Delaporte qui nous explique de quoi il s'agit. Le député socialiste Arthur Delaporte, dans quelques instants, à l'Assemblée. Est-ce qu'on a le son ? Nous sommes élus jusqu'au moins à l'été prochain. Cette situation doit nous imposer de trouver d'abord des accords au sein du Parlement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'accord de non-censure. Ça doit être notre priorité première pour ne pas reproduire les erreurs du passé. La question qui se pose donc, c'est la question du projet partagé. La manière dont la gauche peut accéder au gouvernement, ce sera parce qu'elle aura su s'assurer des conditions d'une non-censure. C'est cela notre priorité. La question de l'incarnation s'imposera ensuite. Benjamin Morel, accord de non-censure. Autrement dit, le prochain Premier ministre garantirait de ne jamais utiliser le 49.3. En échange, les députés ne censureraient pas, ce qui permettrait ou ce qui obligerait à des compromis à l'Assemblée nationale jusqu'à juin prochain. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les contours de l'accord de non-censure. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une idée nouvelle. Place dans l'accord. Oui. C'est pas une idée nouvelle. Je crois que le premier à l'avoir exprimé, c'était Philippe Brun, il y a quelques mois, au moment où on cherchait encore le nom de Michel Barnier. Ça pose plusieurs problèmes parce qu'en effet, aujourd'hui, pour des raisons de mode de scrutin, il faudrait penser justement peut-être à une évolution du mode de scrutin. Mais si jamais vous avez, ça a été évoqué, des socialistes qui lâchent les insoumis, eh bien demain, ils sont sur un siège éjectable compliqué. Et donc, ce faisant, le socle commun, ça ne se fera pas sans les insoumis. Donc, si c'était la proportionnelle, par contre, il serait plus libre. Ça pourrait aider. Pour comprendre. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez des macronistes qui ont un électorat très anti-insoumis. Donc, le pacte de non-agression avec un candidat NFP, c'est compliqué pour les macronistes. Avec un Bernard Cazeneuve, par exemple, c'est impossible pour les insoumis. Et donc, ça crée forcément, nécessairement, à ce stade-là, un hiatus stratégique, si vous voulez. C'est-à-dire que, et si vous voulez détacher les socialistes, admettons que ce soit possible, il va falloir leur faire quoi comme cadeau ? Par exemple, revenir sur la réforme des retraites. Imaginez-vous, si vous passez des insoumis, il faut les LR. Est-ce que vous imaginez Laurent Wauquiez, voire Gabriel Attal, parce que c'est quand même une réforme venue de la Macronie, qui dirait la réforme des retraites, on s'en lave les mains, on va chercher les socialistes. Sur le papier, pourquoi pas ? Là, vous partez du principe que tout le monde reste campé sur ses positions. Mais si on veut créer une coalition résistant un pacte de non-censure, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Il faut comprendre quelque chose. Dans 8 mois, vous pouvez avoir une dissolution. Et donc, dans 8 mois, personne n'a intérêt à se mettre en porte-à-faux avec son électorat. Deuxième élément, on l'évoquait sur la proportionnelle. Le bloc NFP est un bloc cohésif parce que la gauche fait 3 fois plus de députés en 2022 qu'en 2017 parce qu'elle part unie. Et ça, aucun socialiste, aucun écologiste, aucun insoumis, évidemment, ne l'a oublié. Un point de méthode, parce que Lucille Schmitt, on peut toujours avoir des raisons d'espérer. La gauche dit arc républicain. On fait un pacte de non-censure des insoumis, il les inclut, jusqu'aux républicains. Les macronistes disent on enlève les insoumis, on part des socialistes jusqu'aux républicains. Si chacun fait un pas, on ne peut pas à la marge trouver des compromis ? Non, je pense que le premier sujet, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à faire un pas ? C'est-à-dire qu'au fond, la gauche, elle est échaudée parce que d'une certaine manière, on aurait pu imaginer que le NFP se divise plus rapidement si Emmanuel Macron avait par exemple donné à Lucie Castet
le pouvoir de regarder si elle pouvait former un gouvernement majoritaire, etc. Donc il a choisi de ne pas le faire. Il y a eu un premier camouflet. Ensuite, il a nommé quelqu'un issu de la famille LR, qui est quand même le parti qui a fait le plus faible score aux élections législatives. Donc il y a un passif, et ça, le passif, on ne peut pas l'oublier. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que les socialistes sont un peu au milieu du gué, parce que Boris Vallaud, à la fois, il propose lui-même, donc chef du groupe socialiste, il a proposé lui-même l'idée d'un accord de non-censure. Il a repris cette idée de Philippe Brun, puis en même temps, il a signé la motion de censure. Donc ça montre qu'il est un petit peu... Enfin, il y avait la proposition d'un accord de non-censure, et puis hop, on signe la motion de censure qui permet... C'est pour l'après-censure. Donc la non-censure après la censure. C'est après la censure. Et donc ça, c'est un point important, parce que ça montre aussi la façon dont les socialistes commencent à faire des gestes, et aussi des gestes d'hostilité à l'égard de l'LFI. Il faut assumer ça. C'est-à-dire que tout geste vis-à-vis du socle commun est évidemment un geste d'hostilité à l'égard de l'LFI, c'est se séparer. Donc il y a un sujet sur à quel moment est-ce qu'Emmanuel Macron va au fond montrer... Je veux dire, le fait que, par exemple, on nous parle de Bruno Retailleau, et que d'ailleurs ce soit lui qui fasse un entretien ce soir, c'est quand même une provocation incroyable vis-à-vis des socialistes. Parce que... il y a aussi le nom de Bernard Cazeneuve dans la liste. Oui, mais enfin, puis en plus, Lucille, là, on est dans les rumeurs que notre monde médiatique aime alimenter dans les heures qui précèdent une nomination. La rumeur est intéressante parce que, de toute façon, elle correspond toujours à une forme de réalité en coulisses. Hein. Alors, donc, il y a ça. Il reste une option. Pardonnez-moi. Non, je termine juste ma phrase. Je suis aussi assez frappée que Laurent Wauquiez ait, au fond, repris dans son intervention toutes les idées de Marine Le Pen, comme si elle ne pouvait pas les défendre toute seule. Donc on est dans une situation où, aujourd'hui, la droite représente, d'une certaine manière, pour la gauche, et y compris les socialistes, les idées de l'extrême droite. Donc ça, il faut aussi qu'Emmanuel Macron l'ait en tête lorsqu'il choisira son Premier ministre. Issu du Front républicain ou pas. Ouais. Alors, il y a une dernière option, puisque ça se joue à l'Assemblée nationale, qu'il faut reparlementariser la vie et la vie parlementaire, la vie politique. C'est un gouvernement technique. Au fond, un Premier ministre technique, circule le nom de Thierry Breton ou de François Villeroy de Galhau, le directeur de la Banque de France, qui permettrait au fond de dire débrouillez-vous, ça se passe à l'Assemblée. Vous n'y croyez pas ? Très vite, Benjamin. Très vite, c'est un avantage, un gouvernement technique, c'est que vous n'avez aucun membre de votre parti dans le gouvernement. Donc vous n'en assumez pas le bilan. C'est un avantage également, c'est que vous n'avez pas non plus d'opposants politiques dans le gouvernement. Donc ce faisant, vous n'avez pas l'impression de renverser un opposant. C'est un des avantages, c'est qu'un couvercle technique sur une cocotte minute politique, ça peut marcher un temps. Ça peut permettre de faire passer un budget et d'avancer, mais ça veut dire qu'on va clairement vers une dissolution, parce qu'aujourd'hui, on voit mal comment une telle solution pourrait être pérenne. Allez, on va regarder comment les Français réagissent ce soir, inquiets, enthousiastes. On rejoint Dario Borgono qui a passé la journée sur le marché de Noël à Lille. Bonsoir Dario, dans quel état d'esprit sont ceux que vous avez rencontrés et qui sont peut-être encore autour de vous ? Alors Thomas, effectivement, ça a été surtout la surprise, puisque avec Juliette Prunier derrière la caméra, nous avons été les premiers à leur annoncer la chute du gouvernement Barnier. Je vous propose d'écouter justement certaines de leurs réactions. C'est vrai que cette incertitude, notamment du point de vue du budget, m'inquiète particulièrement. C'est au niveau social, au niveau économique, au niveau du travail. Tout va avoir des conséquences. Enfin, je veux dire, ce gouvernement qui tombe va avoir des conséquences à tous ces niveaux-là. Donc la situation qui est critique pour certains le sera encore plus. Ma réaction, c'est que ça montre que quand on n'écoute pas le vote démocratique à l'issue des élections législatives, le gouvernement ne peut pas tenir à vouloir tout passer par 49.3. Moi, je pense que c'est un signal fort qui a été envoyé aux députés de la majorité présidentielle et des Républicains. On a remis un gouvernement qui était celui que le président Macron a voulu mettre et pas celui que les Français voulaient. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est une suite logique. Après de dire, comme le disent des gens, ça va pas aller mieux demain, peut-être. Et bien oui, nous avons rencontré des gens. Pour évoquer l'instabilité politique de la France ce soir, plusieurs Lillois ont évoqué aussi la situation d'un pays situé à quelques kilomètres d'ici, la Belgique, qui a un gouvernement démissionnaire depuis le 9 juin dernier. Se compare, on se rassure peut-être. Merci beaucoup Dario Borgono. Ce débat s'achève. J'aimerais très rapidement que vous nous donniez votre sentiment pour la suite. Politiquement, est-ce que l'espoir est permis ? Est-ce qu'il y a une voie de passage ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que vous êtes adepte de la voie de passage, du trou de souris Non mais c'est vrai. Oui. Ou est-ce que l'impasse de toute façon est là et on va vers le mur de la nouvelle censure ? Merci pour... Très vite, rapidement. Moi je suis plutôt pessimiste, voire très pessimiste.
ministre, parce qu'on parle beaucoup de l'absence de fluidité, du caractère raisonnable ou déraisonnable de la classe politique. C'est vrai, on a raison, mais les électorats restent profondément divisés. Un électeur du RN, il veut que ce soit le RN, un électeur du Cercle Central, il veut que ce soit le Cercle Central, un électeur de gauche veut que ce soit quelqu'un de gauche qui aille à Matignon. Je ne suis pas persuadé que les Français soient aussi prêts à des arrangements avec les autres partis. Ils sont pour la stabilité, ils veulent un Premier ministre, ils veulent un budget, mais est-ce qu'ils sont prêts, eux, à se renier eux-mêmes ou avoir leur champion blocage indépassable? J'en suis pas persuadé. Lucille Schmitt, rapidement. Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais j'aurais tendance à dire qu'il ferait des mousquetaires à l'Assemblée nationale et que ce soit des personnes qui appartiennent à différents groupes politiques et qui prennent le risque de mettre sur la table le fait qu'ils sont très insatisfaits des règles du jeu actuel et que ces mousquetaires, ils peuvent être une dizaine, mais qu'au fond, ils y aillent comme une espèce d'avant-garde. C'est comme je suis écologiste, je suis pour les avant-gardes. Vers à moitié plein ou vide? Plutôt à moitié vide. Et en l'occurrence, quand vous disiez impasse, moi j'ai échangé cet après-midi avec une ancienne grande voix du PS qui me parlait de thrombose de l'Assemblée. C'est-à-dire tout ça va être bloqué et peut-être qu'il faut aussi rappeler ce que Michel Barnier dit tout à l'heure. Attention, c'est pas parce qu'on censure que la réalité budgétaire disparaît. Ouais. Et sans parler de chaos, il y a quand même, on va le voir sur les marchés financiers, on peut l'imaginer en tout cas, une forme d'inquiétude et d'incertitude qui n'est pas très... Marchés financiers et partenaires européens, on sera à Bruxelles dans notre seconde partie d'émission. Moi, je suis partagé. Je dirais plutôt optimiste à court terme, tout bêtement, parce que je ne pense pas que le RN ait intérêt à recensurer une seconde fois sur un budget à court terme. Et donc, on peut arriver à trouver un modus vivendi. En revanche, à long terme, et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, le paysage politique morcelé, ce n'est pas un fait de la dissolution là. C'est quelque chose de beaucoup plus structurel. Il n'est pas sûr d'ailleurs que demain, une dissolution donne une majorité absolue. Et donc, l'ingouvernabilité, c'est peut-être pas un accident, c'est peut-être plutôt notre avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer à débattre avec des députés, des sénateurs dans un instant. Merci d'être venus.